Eh bien, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette salle. Donc je vais, comme on vient de le dire, on va passer à travers un certain nombre de slides. J'espère pas vous endormir, vous tenir réveillé, et puis que j'aurai des questions derrière si ça, pour montrer votre curiosité. Donc aujourd'hui, itinéraire d'un ingénieur génie chimique. Voilà, donc c'est ce que je suis aujourd'hui. Au niveau du sommaire, je vais vous parler de mon equity. Ah, vous ne savez pas trop ce que c'est à mon avis, mais on va regarder ça. Je vous présenterai mon parcours scolaire, comme ça vous donnera une idée de chemins possibles que vous pourriez faire dans votre vie future. Mes différentes expériences professionnelles, mon chemin de vie. Et ensuite, je vous parlerai plus spécifiquement de ma société, les activités qu'on fait à l'intérieur de cette société, et puis le rôle du directeur industriel. D'accord ? Et je vous donnerai donc la parole après pour des questions si vous en avez. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'equity ? Ah, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on appelle l'equity ? L'equity, c'est qui je suis. Donc, moi, je suis qui ? Je suis Mediamode Jean-François, j'ai 51 ans, je suis marié, ma petite famille, j'ai 2 filles, 13 et 16 ans. Donc, peut-être que vous vous identifiez à quelque chose près comme potentiellement mes enfants. J'ai 2 chiens, j'ai un chien très propre et un chien pas propre. Si vous connaissez les Golden, c'est son kiff à lui, c'est d'aller se mettre dans la boue et de rentrer à la maison tout dégueulasse. Donc ça, c'est très bien. Et puis après, qu'est-ce que j'aime faire ? Donc j'aime bien voyager. Donc là, j'étais en Espagne avec mon épouse. J'aime bien aller à l'océan. Ça, c'est donc des activités sympas que vous devez faire aussi tous les week-ends. J'aime bien jouer au rugby. C'est une passion pour moi. J'ai fait à peu près tous les postes au rugby, malgré mon gabarit, de joueur à capitaine, entraîneur, dirigeant de club. J'ai créé des écoles de rugby, j'ai entraîné des jeunes, voilà. J'aime bien le vélo, donc c'est ce qui m'occupe quand même la plupart du temps aujourd'hui, on va dire. Et puis, il y en a qui connaissent ça ? Bon, voilà, donc je suis sur le Vendée Globe aujourd'hui, au niveau virtuel. Alors j'étais 70e. Et en passant au Brésil, je me suis fait claquer, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc là je suis 127, mais là aujourd'hui je suis un peu plus loin. Donc il faut que j'attaque. Donc c'est une passion, vous voyez, c'est quelque chose que Et puis après j'aime bien ça. Ça c'est les petits exercices que je fais quand je rentre à la maison le soir, dans la voiture. Je regarde ça et je fais toute tête. Et je me dis, ça, comment tu le résous ? Voilà, ces petits exercices que j'aime bien faire. Mes caractéristiques, je suis rigoureux, je suis rapide dans les décisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde industriel, aujourd'hui, on attend des décisions rapides. Donc il faut savoir, peu importe si votre décision elle est bonne à la limite ou mauvaise, mais il faut prendre des décisions, sinon on n'avance pas. Et c'est ce qui me caractérise. Donc c'est le refus du statu quo, et éviter de tourner autour du pot pendant 15 ans. Donc on prend une décision. Une appétence pour la technique et la gestion humaine. Donc la technique, c'est évidemment, je suis dedans tous les jours, donc j'aime bien ça. Je m'intéresse à tout. Voilà, j'ai appris à jouer au backgammon avant-hier, je ne savais même pas ce que c'était que ce jeu. J'ai appris ça, mais il y a plein d'autres choses comme ça qui m'intéressent, quoi. Et la gestion humaine, surtout, c'est intéressant. Vous allez voir que dans votre vie, vous allez commencer surtout sur des aspects très techniques, et puis plus vous allez avancer dans votre vie, plus vous allez aller sur de la gestion humaine. Et ça, c'est vraiment, ça, on ne vous l'apprend pas forcément à l'école, mais vous l'apprendrez un peu sur le tas, et c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, à savoir comment on peut gérer des organisations de plus en plus grosses. Donc ça, c'est mon equity, c'est moi. Au niveau parcours scolaire, qu'est-ce que j'ai fait ? En 91, j'ai eu un bac C, alors ça n'existe plus, mais c'était ce qui s'appelait, comme ça à l'époque. Et puis ensuite, ce bac C, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, et je l'ai fait à Louis Barthou. Donc j'ai été là, comme vous aujourd'hui. Donc j'ai fait exactement la même chose que vous. Donc maths sup, maths spé. Puis j'ai eu la chance d'avoir une NSI, et puis derrière, j'ai fait l'NSI GTI de Pau, que vous connaissez certainement, vous l'avez vu, c'est l'école d'ingénieurs qui est juste derrière l'université, et qui forme donc en génie des technologies industrielles. Donc moi je suis en génie chimique.
J'ai fait en parallèle un DEA en thermodynamique, transfert de chaleur et de matière, système, c'est super, très pompeux. Mais voilà, ça c'est un DEA en parallèle de mon école d'ingénieur. Ok. Puis après, je suis parti sur le marché du travail. Donc vous voyez que ce parcours-là, vous pouvez vous identifier. Hein. J'étais à Saint-Jean-de-Perse, voilà, j'ai fait Louis Barthou, donc peut-être vous connaissez, il y a 30 ans. Mes expériences professionnelles, donc j'ai été recruté parce que j'ai dû faire l'armée. À l'époque, on faisait l'armée, donc j'ai été tiré au fusil. Puis après, j'ai été embauché chez Procter & Gamble. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Procter & Gamble, c'est un grand manufacturier international. On faisait des biens de consommation. Et donc, vous en connaissez plein, hein, les serviettes Always pour les dames, Ariel, les lessives Monsieur Propre, voilà. Et moi, j'étais dans la partie beauty, beauté, et j'ai fait des shampoings, gel douche, et tout ce qui traite les cheveux. Donc c'était mon job, mon premier job. Exactement, mon premier job, je m'en souviens encore, c'était d'apprendre tout sur la lotion Pétrolane. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, elle n'est pas très connue. C'est un biphase, solution aqueuse, solution alcoolique. Et puis on agite, c'est pour les hommes, hein, on agite la bouteille et puis on se la met sur les cheveux, c'est un peu un petit pelliculaire, on va dire, un fortifiant. Donc procédé, shampoing après shampoing, principalement gel douche. C'est quasiment été toute ma vie cette partie-là. Donc je suis rentré en ingénieur procédé, donc travailler sur les process, améliorer les procédés, renforcer les procédés, mettre en place des systèmes. Donc c'est ce qu'on demande à un ingénieur au départ, donc c'est très technique. Puis après on m'a dit, bon voilà, tu commences à connaître et comprendre un peu ce que tu fais, donc on va te lancer sur des nouveaux projets, des nouvelles installations. Donc j'ai construit des nouvelles installations. Et puis après, je suis parti gérer des équipes. On a commencé à me donner des gens. Donc j'ai commencé à avoir des équipes. Je suis parti au conditionnement. Donc je mettais le shampoing dans la bouteille. Voilà. Ou les gels douche dans des bouteilles plus ou moins grandes. À cette époque-là, on faisait 2 millions de bouteilles par jour. Je ne sais pas si ça vous donne une idée de la taille. Mais on se dit, il y a 2 millions de bouteilles qui sont achetées de shampoing par jour. Je ne sais pas qui c'est qui se lave la tête, mais bon. C'était tout pour toute l'Europe. Ensuite, je suis parti au Mexique. Donc, j'ai eu une expérience internationale suite à l'acquisition d'une marque par la société. Et j'ai construit un site. Enfin, j'ai fait partie d'une équipe où on a construit un site de 2000 personnes, le site. Donc, ça donne un peu la taille du site construit. C'était super intéressant. 3 ans parti au Mexique comme ça. Et j'étais responsable du packaging. Donc, j'ai acheté, c'est moi qui étais responsable de donner les spécifications et d'aller acheter les matériaux pour démarrer les installations. C'est là où j'ai commencé à toucher autre chose que du shampoing et de l'après-shampoing. J'ai commencé à toucher d'autres produits pour les cheveux. Donc c'était de la coloration. Donc j'ai fait de la coloration pour les cheveux, des produits de styling pour faire des cheveux lissés, pour faire des cheveux bouclés. Comme j'ai dit, de la coloration à destination du marché professionnel et du marché et du grand public. Donc les boîtes, peut-être que vous connaissez les marques Colestone. Voilà, ça faisait partie des choses qu'on fabriquait. Et puis, retour en France, je suis revenu dans mon site à Blois où j'avais commencé. Et là, j'ai travaillé vraiment plus sur la partie industrialisation. Donc, j'étais à un niveau un peu plus avancé en termes d'expertise sur la fabrication de shampoing après shampoing. Donc, j'aidais au niveau mondial sur les définitions de spécifications des installations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Procter & Gamble, c'est une société internationale. C'est un peu comme Coca-Cola, il faut absolument que quand vous achetez un Coca aux États-Unis, en France ou au Japon, il ait la même odeur, il ait la même saveur. Pour les shampoings, c'est pareil. Donc on avait des instructions de fabrication identiques quel que soit le pays. Donc dès qu'ils vont changer ne serait-ce qu'une petite partie de l'équipement en France, il fallait que dans les 26 autres sites dans le monde, on change aussi la chose. Donc il valait mieux arriver avec des arguments solides pour dire je veux changer quelque chose. Donc ça, c'était la partie industrialisation. Puis après, j'ai géré la fabrication. Bon, ça, c'était assez facile. Je connaissais très bien les gens et les installations. Donc là, bon, voilà, une 60aine de personnes à cette époque-là. Et puis, j'ai changé. Je suis parti à Ondales-Sarreguemines. Alors moi, qui suis originaire du sud-ouest, partir à Sarreguemines, je ne sais pas si vous connaissez Sarreguemines, hein, c'est en Moselle. C'est à la frontière avec l'Allemagne. Moi, partir là-bas, oh. Mais...
Et c'était super intéressant en fait. Et, pareil, une usine de fabrication de produits pour les cheveux, styling, des gels coiffants, des pâtes qu'on s'applique sur les cheveux, des fortifiants, des huiles miraculeuses, etc. Donc ça, c'était très intéressant. Là, j'ai fait partie de l'équipe sur l'innovation, création de nouveaux produits et qualité. Et puis j'ai fait toute l'industrialisation, puis j'ai développé également des équipes R&D en Suisse, parce que Ondal Sarreguemines avait été racheté par Mibel, et donc c'est un groupe suisse. C'est l'équivalent de Carrefour aujourd'hui ou Leclerc en France, mais en Suisse vous avez donc, ça s'appelle Migros exactement, qui gère ça. Et puis après, là j'ai décidé de changer. Bon, j'étais un peu arrivé au bout de ce que je pouvais faire dans ces sociétés, donc j'ai décidé de changer de métier. Et depuis janvier 2021, donc ça va faire 4 ans, j'ai intégré donc le site de Bioland. C'est basé à Le Seyne. Alors c'est perdu dans les Landes, c'est au milieu des pins. Le cadre est magnifique. Et donc je suis revenu un peu dans le sud-ouest en tant que directeur technique. Et donc le directeur technique, j'en parlerai un petit peu plus en détail après. J'ai la responsabilité de tout ce qui est travaux neufs, engineering et R&D. Donc ça c'est le site de Le Seyne. Vous voyez, donc c'est assez sympa quand même. Alors là, il faut que je vais vous présenter le groupe Bioland. Alors le groupe Bioland, on a plein d'activités à l'intérieur. Quand j'ai été embauché, il me donnait tout le nom des activités et je lui dis mais quand est-ce qu'un jour on va faire des vélos, on va faire des voitures, enfin, c'était impressionnant. Donc je vais vous présenter le groupe qui est constitué d'abord de la société Bioland et ensuite des différentes sociétés qui sont autour et qui gravitent pour vous donner un petit peu le champ d'activité et de choses que cette société propose. Donc là, je vais juste ouvrir le fichier PDF. Là. Je ne pense pas que je peux l'ouvrir comme ça. Hop. C'est pas bon. Ah, je ne peux pas l'ouvrir. Bon, alors on va faire ça. On va faire ça pour cette fois-ci. On va faire ça pour cette présentation. Donc le groupe Bioland, c'est dommage, il y avait des petites photos, je vous aurais pu voir. Donc c'est un groupe familial qui a été créé dans les années 1980 par un monsieur qui s'appelle Dominique Coutière. Il y en a certains d'entre vous qui connaissent Bioland? Ou pas du tout, c'est la première fois? Il y en a un qui... Oui, une personne. Bien. Il a été créé dans les années 80 par monsieur Coutière. Dominique Coutière, c'est une personne qui avait fait un voyage au Canada et qui avait vu qu'au Canada, il faisait de la distillation d'aiguilles de pin. Il y a beaucoup de pin là-bas. Et il a dit, bah, j'en ai plein autour de chez moi, pourquoi je ne ferais pas ça? Et il a lancé sa société comme ça. Ça s'est développé. Il avait un réseau assez important avec d'autres industriels. Et puis il s'est allié avec Chanel, etc. Et il a pu, comme ça, commencer à monter un empire, on va dire, sur l'extraction d'aiguilles, à partir de l'extraction naturelle d'aiguilles de pin. Donc on faisait de l'huile essentielle de pin. Et puis ça a grandi petit à petit. Et puis maintenant, Bioland est beaucoup plus grande. On a, alors sur la société Bioland aujourd'hui, on a des sites en France, au niveau, donc Le Seyne, mais on a des sites aussi sur Die. Alors Die, c'est dans la vallée du Rhône, on va dire. On en a aussi du côté de Valréas. Alors Valréas, ça vous évoque peut-être pas, mais si je vous dis Grasse, peut-être ça vous évoque. Donc Grasse, c'est un endroit qui est quand même réputé pour tout ce qui est extrait et parfumerie. Donc on a des usines là-bas pour faire de l'extraction de plantes. On a également des sites du côté dans la vallée du Rhône pour des compléments alimentaires, puisqu'on fait également du complément alimentaire. Et également, c'est Golgema et Liv en fait, ce que je suis en train de vous citer là, qui sont nos sociétés annexes où on fait plutôt des macérats huileux, des compléments alimentaires et du travail à façon pour d'autres industriels. Quoi d'autre? Alors, la spécificité de Bioland, c'est quand même de pouvoir donner des produits à nos clients qui soient où on maîtrise toute la chaîne de production. Donc que fait Bioland? On fabrique des extraits naturels de plantes
Et pour ça, nous, on maîtrise la chaîne d'approvisionnement depuis le champ jusqu'à notre client. Ça, c'est quelque chose que nous, on veut maîtriser. Donc, Bioland a des fermes et des sites également dans tout le monde pour pouvoir produire dans les champs directement dans les pays concernés. On produit, on récolte nos extraits de plantes et ensuite, ces extraits sont envoyés sur le site de l'Eucène où nous, on retravaille et on finalise les extraits naturels. D'accord ? Donc, on a des sites en Bulgarie où on a de la rose. Vous imaginez la rose, quand vous la récoltez, vous avez un pétale qui est frais. Vous ne pouvez pas l'envoyer jusqu'à l'Eucène, sinon le pétale se fane. Donc, on fait les extractions directement dans les champs. Ces champs, ils peuvent soit nous appartenir, soit on travaille en collaboration avec des paysans, des agriculteurs. Et donc, on les fait travailler comme ça. Donc, on a Bulgarie, on a Turquie, on a des sites aux Comores, vous en avez peut-être entendu parler avec l'actualité. On a des sites aussi du côté de Madagascar pour cultiver l'ilang, qui est une plante, on va dire, majeure dans notre activité. Mais on a aussi des sites de revente un peu partout dans le monde, donc en Australie, en Amérique du Nord, et puis au Japon, en Inde, etc. Donc c'est une entreprise qui est présente de manière à l'international. Voilà pour la société Bioland sur ces extraits. Et je vous ai parlé de Golgema et de Liv en même temps, puisque les activités sont assez proches. On a des activités qui sont un peu annexes, puisque pour pouvoir avoir de l'aiguille de pin, puisque je vous rappelle que c'était la matière première de départ, il faut récupérer ça dans les bois. Et donc, on a acheté des forêts, donc on possède des forêts également. Et avec ces forêts, on récupère des troncs, on coupe le tronc, donc on a des scieries, on récupère les écorces et on récupère le bois. Donc le bois, qu'est-ce qu'on en fait? On a une société qui s'appelle Serlari, et ce bois-là, on s'en sert, on le découpe et on en fait des planches, on en fait de lambris, des terrasses. On fait également avec ce bois-là, on l'envoie au Portugal, on fait des meubles. Donc on a des meubles en bois que vous retrouvez dans vos magasins. Aujourd'hui, il y a des meubles en bois qui viennent de chez nous. Et donc ça, c'est ce qu'on fait avec on va dire le cœur, le bois. Et ensuite, avec les écorces, on s'est dit pourquoi pas récupérer les écorces et faire du paillage. Donc on a toute une société qui s'appelle le Pain Décor, qui est située juste à l'Eucène. Vous pouvez regarder sur Google Maps, ça ressemble à ça. C'est plusieurs milliers de mètres carrés où on a une société qui fabrique des terreaux, des engrais, du fumier pour cheval, entre autres, enfin tout ce que vous trouvez dans une jardinerie en général ou au niveau bricolage pour amender votre jardin ou pour faire du paillage, donc du chanvre, ça peut être du lin, ça peut être donc de l'organique, mais également on fait du minéral, donc de la mie d'argile, de l'ardoise, de la pouzzolane, si vous connaissez la pouzzolane. Voilà, donc ça c'est notre activité, ça c'est un site, vous voyez, toute cette surface-là, complètement rénovée, elle a 2 ans, et ça fait partie d'un des projets que j'ai géré il y a 4 ans de ça en arrivant. Voilà la construction de tout ce site-là. Donc les petits lacs que vous voyez en bas, c'est moi qui les ai faits. J'ai même laissé l'arbre ici, parce que mon chef m'a dit on n'abat pas les arbres chez nous. Je dis bon, alors je lui ai laissé. C'est le petit truc. Alors on a également, donc ça c'est une activité où on fait donc ces sacs, ces terreaux, et on a également un château, on possède un château. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je vous disais on peut aussi faire du vélo. Alors on a un château, on fait du vin, et donc c'est un château dans le Bordelais. C'est le château des Fougères, c'est à la Brède exactement, c'est le long de l'autoroute, quand vous montez sur Bordeaux. Voilà, donc on fait plusieurs hectolitres de vin chaque année. Et donc ça fait partie des choses qui sont intéressantes à connaître, à voir, et puis ça accroît notre activité. Alors, j'en arrive sur le rôle du directeur industriel. Rôle du directeur industriel, donc ça c'est l'organigramme de mon organisation. Donc Philippe Coutière est le fils de Dominique Coutière que je vous citais précédemment, qui est le président de la société. Et donc moi je suis le directeur technique du groupe, et donc je lui reporte directement, donc on se voit quasiment tous les jours.
Et donc, j'ai une organisation où j'ai, alors là, normalement, il y a un petit pointeur. Voilà, donc j'ai une personne qui s'appelle Hervé, qui est directeur de laboratoire et qui a sous sa responsabilité, on va dire, directe 2 personnes. Anne-Marie Delacote pour la partie laboratoire qualité et Marie Griffet pour la partie laboratoire R&D. Donc au niveau du laboratoire qualité, elle a 9 techniciens qui travaillent pour elle. On va voir ça un peu tout à l'heure. Et puis Marie Griffet, ici, elle est responsable laboratoire. Elle a 4 ingénieurs qui travaillent sur de la R&D, plus 10 techniciens. J'ai également une personne qui s'appelle Léo Leroyer, qui est responsable d'industrialisation. C'est quelque chose qui n'était pas très développé quand je suis arrivé, qui est très important, c'est qu'on faisait beaucoup de R&D. Donc les gens faisaient plein de petits produits dans leur bécher. Et puis après, ça passait en production, mais il n'y avait aucun lien entre le laboratoire et la production. Et j'ai trouvé que c'était une étape. Moi qui avais fait de l'industrialisation un peu toute ma vie, j'avais dit, bah, c'est quand même une étape qui manque, le scale-up. Et donc on a une personne qui est responsable de ça maintenant. Donc ils sont 2. Et puis j'ai la responsabilité également des travaux neufs ou de l'engineering, donc de la construction de la construction de bâtiments, de la construction des investissements sur les équipements. Et donc j'ai une personne qui travaille avec moi, et ils sont 2. Il a un ingénieur assistant avec lui. Donc ça fait 30 personnes aujourd'hui qui travaillent au niveau chez Bioland pour le groupe sur la partie qualité et la partie engineering. Donc on n'est pas très nombreux. Alors nos objectifs, ça c'est moi qui les fixe pour mes équipes. Ce que je leur demande, c'est 3 choses importantes. C'est toujours satisfaire nos clients. On est là, c'est quoi l'objectif on va dire d'organisation? C'est toujours de satisfaire son client. Alors ça peut être des clients qui soient soit internes, soit externes. Donc interne, c'est qui? Ben, c'est vos collègues d'à côté. Il faut toujours s'assurer qu'on leur rend le service. Et également, à l'externe, si vous avez des réclamations, par exemple, ben, il faut satisfaire nos clients. C'est eux quand même les principaux. Donc ça, c'est le service aux clients. Ensuite, le deuxième point, c'est créer de l'innovation. C'est quand même, on va dire, la base d'une organisation R&D. C'est ce qu'on leur demande, c'est ben, trouver de l'innovation. Alors donc, vous pouvez vous dire, ben, depuis le temps qu'on fait de l'extraction, comment on arrive à faire de l'innovation aujourd'hui? Ils ont déjà tout découvert avant. Qu'est-ce qui va être de nouveau sur une plante demain? Voilà, je vous pose la question. Voilà, ça fait partie des réflexions qu'il faut faire. Donc ça peut être soit des nouvelles matières premières, comme je note ici. Donc aller chercher des matières premières sur lesquelles on n'a pas encore travaillé, ou pas suffisamment travaillé, ou alors si on a travaillé dessus, on n'avait peut-être pas utilisé les bonnes techniques. Donc se poser des questions sur les matières premières. Les nouvelles technologies, toujours être à l'affût, on va dire, de nouvelles technologies, donc faire de la veille technologique pour ça. Et puis des nouvelles méthodes. Alors quand j'entends nouvelles méthodes, c'est nouvelles méthodes d'extraction. Il y a 20 ans de ça, ils ne connaissaient pas encore forcément très bien le micro-ondes. Ben, il s'avère que le micro-ondes peut être intéressant pour faire de l'extraction. Il y a 20 ou 30 ans de ça, ils ne connaissaient pas le CO2. Voilà, ben, le CO2 peut être un bon moyen de faire de l'extraction. Donc c'est comme ça qu'on crée de l'innovation demain. Et puis ce que j'appelle les fondamentaux, c'est la partie un peu plus gestion humaine. Merci. La partie gestion humaine, c'est-à-dire au niveau la gestion d'un budget, d'une organisation. Donc il faut maîtriser ses coûts. On ne peut pas se permettre de dépenser n'importe comment, d'acheter n'importe quel équipement. Il faut être réfléchi là-dessus, choisir ses investissements. L'aspect qualité-sécurité, c'est super important. Ne pas se blesser, que les gens ne se blessent pas. Et puis qu'on fasse de la qualité. Et ensuite, ce que j'appelle morale, c'est la partie plus gestion humaine, c'est-à-dire j'insiste beaucoup sur le fait que le manager voit son subordonné pour pouvoir discuter de manière séparée, pour voilà, qu'il y ait une discussion entre les gens. Souvent, vous avez des sociétés où peut-être vos parents vous en parlent, vous leur demandez est-ce que tu vois souvent ton chef? La réponse est je ne le vois jamais. Ben, ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. D'accord? Donc il faut qu'il y ait des contacts fréquents entre l'employé et son chef, de manière à ce que les choses puissent être dites. Donc j'insiste là-dessus. Alors on a parlé du laboratoire, je vous ai dit, laboratoire qualité, laboratoire R&D, industrialisation et puis travaux neufs. On va parler un petit peu du laboratoire qualité.
Donc là, c'est un peu, c'est dommage parce que je pense que le PDF, j'arriverai pas à l'ouvrir. Je vais essayer, mais je pense que j'arriverai pas à l'ouvrir. Alors, c'est quoi la responsabilité du laboratoire qualité au niveau d'une entreprise? C'est de contrôler les entrants et les sortants. Les entrants, c'est quoi? C'est tous les achats de matières premières qu'on peut faire. Il faut les contrôler. Et puis, tous les produits qu'on fabrique, avant de les expédier chez nos clients, il faut les contrôler aussi. Donc, c'est leur cœur d'activité. Qu'est-ce qu'on fait comme analyse? On vend principalement des produits à destination de la parfumerie. Donc la première chose qu'on vend, c'est l'odeur et le goût. Alors le goût, pourquoi? Quelqu'un a une idée pourquoi on fait le goût? Pourquoi on goûte nos produits? Parce qu'on ne parfume pas que des parfums, on parfume aussi des gâteaux, des glaces, voilà. Donc tous ces produits qui sont à destination de l'alimentaire, on les goûte. Donc on fait du cacao, on fait de la fève de cacao, on fait du tonka, on fait tous ces produits-là, et ces produits-là, on les goûte. Et donc c'est assez marrant de voir qu'on fait des dégustations, et on dit, est-ce que ça a vraiment le goût du cacao? Et on dit oui ou non. Donc on fait on fait ça, c'est très important pour nous. On fait de la couleur, donc colorimétrie parce que si vous regardez un produit, si je vous demande quelle est la couleur, vous allez me dire c'est jaune. Moi je vais vous dire c'est jaune mais un peu vert. Là, voilà. Donc il y a toujours besoin pour la couleur d'utiliser des équipements de manière à ce qu'on ait une colorimétrie qui soit sous contrôle et qui corresponde vraiment à ce que le client attend. Un parfum, si vous prenez n'importe quel parfum, d'une manière générale, il est transparent, il n'est pas forcément coloré, donc ils n'aiment pas nos extraits colorés de plantes. Et pourtant, quand vous faites de l'extrait de plantes, souvent ils sont colorés. Donc ils demandent à ce qu'on essaye d'être le plus transparent possible. Ça, c'est pour la colorimétrie. Donc, on utilise un équipement qui nous donne des colorimètres, qui nous donne des résultats. Alors, c'est ce que je voulais. Peut-être que je vais essayer de l'ouvrir. J'ai craint que ça ne marche pas. On va voir. Non. Bon, j'avais amené un bulletin d'analyse sur de l'e-lang, c'est-à-dire vous montrer exactement qu'est-ce qu'on fait sur de l'e-lang. Donc voilà, toutes les analyses qu'on fait sur l'e-lang. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que par exemple, pour nous, un extrait naturel, on fait à peu près au moins 50 analyses dessus, quoi. Et ce qu'on recherche, c'est donc tout ce que vous voyez ici, donc les aspects, la texture, voir s'il est liquide, pas liquide. On mesure des densités, on mesure des pouvoirs rotatoires, c'est-à-dire, on va dire, la capacité à la lumière de traverser un produit, comme les indices de réfraction, les turbidité, pour voir si c'est plus ou moins un trouble. On fait des titrages. Donc vous voyez, tout ce que vous faites sur de la chimie aujourd'hui, ça sert à ça. Des indices d'acide, des indices peroxyde. Pourquoi on fait des indices peroxyde? Il y en a un qui a une idée, pourquoi on ferait de l'indice peroxyde? À quoi ça sert de l'indice peroxyde? Vous n'avez jamais fait des exercices sur les indices de peroxyde? Non? Donc indice peroxyde, c'est pour savoir, on fait beaucoup d'huile végétale, donc comme de l'huile de tournesol, mais également d'autres types d'huiles avec des macérats, et ces huiles-là s'altèrent avec l'oxygène. Donc comme elles s'oxydent, on mesure l'indice peroxyde dessus pour voir justement comment se dégrade, à quelle vitesse se dégradent nos huiles végétales, de manière à savoir si elles sont toujours bonnes ou pas. Donc on fait des indices peroxyde. C'est un sujet super intéressant, c'est notamment pour savoir comment, si on a un indice peroxyde, si on a une huile qui se dégrade, comment on fait pour la récupérer. Donc tout ça, c'est des techniques qu'on développe pour pouvoir récupérer des indices de peroxyde, pour éviter des rancissements, par exemple. On fait également de la solubilité, on mesure également notre solubilité dans l'éthanol. Pareil, petite question pour vous, pourquoi on fait la solubilité dans l'éthanol de nos extraits de plantes? On a des plantes, on fait la solubilité dans l'éthanol. Ouais, c'est juste. Enfin, c'est peut-être ta réponse. C'est la fabrication de parfums. Pourquoi? Parce que... Voilà. Donc les parfums, la majorité des parfums, c'est fait à base d'éthanol. D'accord? Donc vous avez beaucoup d'alcool, et puis à l'intérieur de ces parfums, vous mettez des extraits qui sont plus ou moins concentrés,
Et plus la concentration est importante, plus le parfum vaut cher, et plus c'est des parfums. Et plus la concentration diminue, et plus vous allez vers de l'eau de parfum, plus vous allez vers de l'eau de toilette. D'accord? Donc c'est de moins en moins concentré. Donc l'éthanol, elle est très importante parce que ça va permettre au parfumeur de savoir jusqu'à quel pourcentage il peut mettre un ingrédient dans sa composition de parfum. Alors un autre truc qui était très intéressant, c'était le profil GC, c'était ça que je voulais vous montrer aussi. Donc on a des... Ouais, à la fin, s'il y a des questions, je pourrais vous le montrer. Donc le profil GC, on a des gaz chromato sur lesquels on fait des profils, donc c'est des pics qui sortent, je ne sais pas si vous avez déjà vu des chromatos, voilà, et puis ça nous permet de savoir un petit peu le pourcentage de toutes les molécules qu'il y a dans le parfum pour s'assurer qu'elle est, de l'extrait, pour savoir si cet extrait il est conforme ou pas conforme, et puis ça nous permet aussi de détecter si la présence de composés qui ne seraient pas autorisés, exemple xylène, toluène, benzène, des phtalates ou éventuellement la présence d'allergènes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la réglementation aujourd'hui, on nous demande de vraiment aller chercher les molécules au ppm près. D'accord ? J'en parlerai juste après. Et puis après, à la fin, c'est surtout des certifications bio, donc c'est de la documentation qui nous permet de prouver que l'origine des matières. Est-ce que ça a bien été récolté et de tracer nos produits jusque dans le champ. Nous, nos extraits, on peut dire, il vient de ce champ là-bas. C'est super important. On sait analyser sur certains extraits, on sait détecter s'il y a eu de la fraude dessus. S'il y a eu de la synthèse qui a été rajoutée sur de la lavande, par exemple, on était capable de voir si la personne, elle essaie de nous vendre de la vraie lavande ou si elle a été frelatée. C'est très important, il faut vendre de la qualité quand même. Et puis de la microbiologie. Alors on fait de la microbiologie, non pas sur les macérats huileux parce qu'il n'y a pas besoin de microbio, on ne fait pas de microbiologie non plus sur nos extraits, mais on a certains produits qui sont à base aqueuse, et ceux-là, si on est obligé de faire de la microbio pour éviter tout ce qui est contamination, notamment des hydrolats. On fait pas mal d'hydrolats, donc l'hydrolat c'est justement ce qui redescend des condenseurs suite à la distillation, et qu'on peut vendre aussi comme ce que vous trouvez dans le commerce. Donc on fait de la microbio là-dessus. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'analyses qui sont faites pour pouvoir libérer un produit. Donc tout ce que vous pouvez voir, vous, en chimie, là, ça sert dans tout ça. Alors pour faire tout ça, il nous faut des équipements, je vais vous en présenter juste quelques-uns. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise. Donc le plus simple, c'est celui-là, hein, ça c'est un colorimètre. Vous avez juste... vous mettez juste votre produit, alors soit pur, soit dilué, vous choisissez les méthodes en fonction du type de produit, vous le mettez dans le colorimètre et puis ça vous donne un LAB. Vous avez déjà vu ça, le LAB? Ça vous évoque? Donc c'est des mesures qui permettent d'avoir des valeurs, on va dire, numériques pour pouvoir savoir si un produit, de quelle couleur il est. Donc ce qu'on sait, c'est que le L, plus le L va être élevé, donc c'est de 0 à 100, on va dire. Plus le L est élevé et proche de 100, plus le produit est transparent. Plus il est opaque, plus le L va être proche de 0. Le A, il nous sert beaucoup pour déterminer si le produit il est rouge ou pas. Donc plus le A est élevé, là on est à 4, c'est pas très élevé, le 4, donc ça veut dire qu'il n'est pas très rouge. Donc d'un côté, les A positifs c'est rouge, les A négatifs c'est, je ne vais pas vous dire une bêtise, c'est vert. Les B positifs ici c'est jaune. Et les B négatifs, c'est bleu. Donc ici, on a un 72, donc ça, c'est probablement un produit qui est relativement transparent et plutôt jaune. D'accord? Donc ça permet de savoir, de mesurer ces produits-là. Donc ça, c'est colorimétrie. Le deuxième plus facile, c'est celui-ci. C'est quoi? Ça vous évoque, ça? Jamais utilisé? Non? C'est un peu compliqué? La burette? Qu'est-ce que vous faites avec des burettes? Vous mettez un acide, une base et vous titrez. Donc ça, c'est des titrateurs automatiques. Donc ça nous permet de faire les indices. Tout à l'heure, vous voyez les indices d'acide, des choses comme ça. Et puis vous avez cet équipement-là. Donc ça, c'est une chromato, gaz, hein, sur lequel vous avez des... vous savez comment ça fonctionne ou pas? Ça vous intéresse? Ouais, il y a des colonnes, donc c'est des colonnes à l'intérieur, des colonnes polaires et apolaires. Ça veut dire quoi? C'est des colonnes qui
qui sont garnis à l'intérieur avec des molécules, et puis qui vont retenir certaines molécules. Donc les molécules vont avoir du mal à se frayer un chemin. Et en fonction du type de colonne que vous allez mettre, vous allez avoir les molécules qui sortent plus ou moins vite en fonction de la phase, on va dire, mobile, c'est-à-dire le gaz vecteur que vous envoyez à l'intérieur. Vous allez sortir des molécules et ça va vous donner les pics. Les pics sortent au fur et à mesure que les molécules sortent. D'accord ? Donc vous avez cette machine-là qui est très importante parce que ça nous permet à nous de quantifier et d'identifier toutes les molécules présentes dans un produit. Il peut y en avoir 100. Hein. D'accord ? Donc ça, c'est les équipements qu'on utilise au laboratoire, entre autres, trois équipements. Ça, c'est pour la partie laboratoire d'analyse. Au niveau de la R&D, alors là, vous allez dire, ah ouais, c'est le plus intéressant, le contrôle, on s'en fiche, mais la R&D, c'est génial, on crée, on découvre des choses. J'ai fait ce graphique, c'est pour vous expliquer un peu la stratégie qu'on a au niveau de notre société pour créer de l'innovation. Je vous ai dit tout à l'heure comment on arrive à créer des produits. Donc vous avez la R&D qui est ici, et puis comment il s'inspire. Ben, il s'inspire de différentes manières. Alors vous avez les achats. Donc on a un groupe d'acheteurs, on a des gens qui sillonnent le monde et qui vont fouiller pour essayer de trouver des matières nouvelles. Donc ils reviennent fréquemment nous voir en disant « j'ai trouvé cette matière, qu'est-ce que tu peux en faire ?» Donc à nous de travailler sur la matière et de voir si on peut arriver à trouver un extrait intéressant ou pas. Alors on peut aller au bout du monde, mais on peut faire ça très bien localement. J'ai travaillé dernièrement sur de la fleur de kiwi, récoltée le long de la Dour, c'est pas très loin. J'ai travaillé sur de l'ajonc, des choses qu'on trouve à peu près par là, sur de l'arbouze, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est des choses qu'on trouve pas très loin d'ici, mais sur lesquelles on essaye de travailler. Donc les matières premières, mais également les commerciaux. Alors les commerciaux, pourquoi les commerciaux? Parce que ce sont ceux qui sont au contact des clients et ils sont aussi, on va dire, dans les salons à voir ce que où les clients veulent, où la compétition propose. Donc ils font de la veille, en fait, ici, technologique, et ils reviennent nous voir en disant j'ai vu que telle société faisait tel et tel extrait, est-ce qu'on est capable de le faire? Oui, non. Ou alors c'est les clients. Donc nos clients, ils disent on aimerait avoir tel ou tel produit. Des fois, ils essayent d'avoir des sociétés alternatives pour produire leurs produits. Si nous on les fait, tant mieux. Si on ne les fait pas, ils nous demandent de les développer pour eux. Voilà. Donc ça nous fait c'est une autre source de travail. Les travaux neufs aussi. Donc on a mon collègue là qui sillonne, qui va voir un peu les différents constructeurs de machines et puis qui revient et qui dit tiens, j'ai fait un peu de veille technologique et il a dit j'ai vu telle machine, ça peut être intéressant de l'essayer. Donc ça c'est aussi une source pour nous de tester ces machines-là. Donc on les prend, on les loue par exemple et puis on les essaye et puis on regarde si ça peut donner quelque chose d'intéressant. Après j'ai mis ça pour dire que c'est ça pour moi l'innovation. C'est ce qu'il y a dans la tête des gens. Hein, j'ai mis un petit cerveau là. Je leur ai dit, réfléchissez, ouvrez les yeux, intéressez-vous, et vous allez trouver des idées. Et c'est comme ça qu'on trouve les idées. Et puis, ça c'est quelque chose que j'essaye de développer, on en entend beaucoup parler, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est quoi l'intelligence artificielle? Bon, c'est tout simplement des algorithmes qui permettent de simplifier et de faire en sorte qu'on aille plus rapidement aujourd'hui à un résultat. Une calculatrice, c'est de l'intelligence artificielle. Vous tapez 2-3 trucs, ça vous donne le résultat. Bon, ça va plus vite que si vous le faites de tête. Pourtant, elle n'est pas... Bon, on n'a pas l'impression qu'elle est très intelligente, mais pourtant, c'est de l'intelligence artificielle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir utiliser les connaissances de tous ceux qui ont fait de l'extraction naturelle depuis 1700, 1800, 1900. Où sont les données? Être capable de retracer un petit peu leur travail. Et puis essayer si je vous ai parlé de l'arbouze, des fleurs de kiwi, est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a travaillé dessus? Et s'il a travaillé dessus, qu'est-ce qu'il a obtenu comme résultat? Et à partir de ça, comment je développe ou pas de l'innovation? Donc ça, c'est un truc sur lequel qui m'intéresse. Mais pour l'instant, voilà, on en est à peine au premier balbutiement. Alors, je vous ai juste marqué CTDP ici. CTDP, c'est juste que le CT, c'est ce que j'appelle un contre-type. Donc souvent, c'est quand on récupère un échantillon. Moi, j'ai vu ça, hein, c'est
le gars des achats, là, il a été au Japon, il a été chercher des trucs, et puis il a trouvé un produit dans un supermarché, il a ramené le produit du supermarché, il nous le donne, il nous dit, ça a l'air d'être sympa, est-ce que vous êtes capable de le refaire? Donc c'est ce qu'on appelle les contre-types. Ou alors le commercial, qui est au service du client, le client lui donne un échantillon, lui dit, est-ce que vous êtes capable de fabriquer ça? Donc ça revient chez nous, et nous, il faut qu'on sache fabriquer le même échantillon. Et le DP, c'est plus du développement, donc plus de la recherche sur... on part d'une feuille blanche et on essaie de développer des produits. Alors, je vous ai montré la stratégie. Maintenant, les équipements dont on dispose au niveau du laboratoire. Le principal, c'est celui-ci. Hein, c'est un rotavapeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait dedans? On met un solvant. Dans ce solvant, on met notre matière. On brasse tout ça pour faire l'extraction. Donc, le solvant absorbe les molécules d'intérêt. Ensuite, on évapore notre solvant. Donc on récupère ce qu'on appelle un résinoïde, oléorésine concrète. Voilà, ça dépend du matériau qu'on utilise. On récupère ce qui est au fond. Donc ça, pour vous donner un exemple de tous les jours, c'est du café. Votre café aujourd'hui, vous mettez le café dans le filtre, vous mettez de l'eau par-dessus. L'eau extrait le café et ça vous donne le café. Votre café que vous allez boire. D'accord? Mais si vous laissez votre café s'évaporer, l'eau s'évapore, votre solvant finalement s'évapore, la trace noire qui reste sur votre café, sur votre cuillère ou ou dans votre tasse, c'est, on va dire, la concrète. C'est-à-dire la partie soluble dans l'eau du café que vous avez mis au départ. D'accord? Donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est une extraction, on va dire, juste par percolation. On fait traverser de l'eau chaude sur une matière et ça traverse un filtre. Très concret. Une autre méthode d'extraction, c'est la tisane ou le thé. On ne fait pas le thé de la même manière qu'on fait le café. Pourtant, c'est des techniques d'extraction qui sont tout à fait simples. Vous avez vos plantes qui sont dans un petit sachet, vous le mettez dans l'eau, vous laissez macérer, plutôt infuser. Vous enlevez votre sachet et vous buvez votre eau avec le thé à l'intérieur. Donc ça, c'est le rotavap, c'est ça son objectif, c'est simplement faire une première extraction. On peut mettre n'importe quel type de solvant à l'intérieur. Celui-ci, je vais vous le présenter aussi, c'est un petit équipement qui est assez sympa, c'est juste sur celui-ci, on fait de l'hydrodistillation, donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait sur les fleurs de rose, par exemple. Les hydrodistillations, ça consiste à quoi? Ça consiste à, je mets de l'eau, je mets mes plantes à l'intérieur, je fais bouillir, je récupère, donc la vapeur monte ici, il est où mon condenseur? Il est là, mon condenseur est ici, donc j'ai ma vapeur qui condense, qui tombe ensuite sur ce petit, il n'est pas connecté là, mais il tombe ici dans cet endroit-là, et ensuite je le filtre et je récupère mon huile essentielle. Tout simple. Donc d'accord, donc ça c'est de l'hydrodistillation, c'est avec de l'eau, on fait ça. Ça c'est un équipement beaucoup plus complexe, hein. C'est pour faire de la distillation moléculaire. Donc ça c'est un peu plus compliqué, où en fait l'idée c'est quoi? C'est de prendre un produit, et votre extrait de produit, vous le faites tomber dans une chambre, qui est à peu près ici, qui est ici là, et cette chambre elle a d'un côté une paroi chaude, d'un côté une paroi froide, et ce qui permet à cette goutte d'être vraiment séparée entre une partie vaporisée et une partie condensée. D'accord? Donc c'est un peu plus, on va dire que c'est un peu plus avancé en termes de séparation que faire un fractionnement. Fractionnement, ça vous parle quand je parle de fractionnement? Non? Hop, je veux faire un petit retour dans vos cours de chimie. Donc fractionnement, vous avez un mélange, vous commencez à le chauffer, vous avez en premier certaines molécules qui vont commencer à s'évaporer, que vous allez récupérer après condensation, sauf que votre mélange de départ, puisque les premières molécules sont parties, là, il change. Donc, donc au fur et à mesure que vous allez vaporiser des molécules différentes. Donc vous pouvez fractionner et séparer ce que vous récupérez au fur et à mesure, et ça va vous donner un fractionnement de votre mélange de départ. Fractionnement. Les équipements du laboratoire, voilà, donc ça c'est nos activités, on va dire, principales de tous les jours. Alors je ne vous ai pas parlé de tous les solvants non plus qu'on utilise. Aujourd'hui, on utilise principalement de l'eau,
essaye au maximum d'utiliser de l'eau parce qu'il faut aller vers des technologies qui soient de plus en plus vertes, mais on utilise beaucoup encore de l'hexane, du cyclohexane, isopropanol, éthanol, acétate d'éthyle, donc différents types de solvants pour faire nos extractions. Alors des solvants qui sont plus ou moins polaires ou apolaires en fonction des molécules qu'on cherche à extraire. Je vous montre encore d'autres équipements. Ça, c'est des équipements qui sont plus orientés vers de l'innovation qu'on a, enfin, oui, de l'innovation qu'on a aujourd'hui. Donc, on a de l'extraction, on fait de l'extraction CO2. Donc là, hop, petit cours de chimie à nouveau. Donc, on amène le CO2 dans un état supercritique. Qu'est-ce que c'est qu'un état supercritique? Ouais. La température et la pression sont extrêmement élevées. Ouais. Pas. Oui, d'accord. Vas-y. Peut-être pas les trois, parce que la phase solide, elle n'y est pas, mais il y a au moins deux phases présentes. Donc vous avez un liquide là. Voilà, ça c'est le diagramme de Mollier. Et dans ce diagramme de Mollier, vous avez une phase, un mélange ici où vous avez présence de liquide et de gaz, sur du CO2 par exemple, et puis après ça vous amène en fonction de la pression et de la température, vous allez atteindre un point critique, c'est-à-dire une température et une pression au-delà desquelles vous allez avoir les deux phases présentes, liquide et gaz. D'accord? Et donc nous on va chercher cet état-là pour aller faire de l'extraction de molécules. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes, donc toute cette partie-là, on est encore à pression, la pression elle est ici. Donc on est encore à pression atmosphérique, mais on va dans un équipement comme ça, on va jusqu'à 300 bars. Donc pour nous, il faut monter au-delà, enfin le point ici, il est exactement à 78 bars. Et pour pouvoir passer ici, il faut qu'on soit à plus de 30 degrés. Voilà, donc vous êtes en état supercritique ici. Donc notre machine ici, ce qu'on fait, c'est on amène le produit, on le chauffe, on monte la pression, hop, et on fait tout un cycle pour pouvoir faire notre extraction. Donc ça, c'est le CO2. C'est une machine on a cette machine chez nous, hein, elle est assez récente, mais c'est une technologie qui est assez vieille en fait. Mais on fait des extraits très intéressants avec cette machine. Et puis surtout, c'est du CO2, donc c'est du gaz, c'est absolument vert en termes de technologie. Et puis, je vous ai mis un peu, hein, le futur pour nous, c'est d'aller vers des solvants qui soient de plus en plus bio. Donc on a, alors c'est ça qui est assez marrant, c'est que vous avez ce nom un peu barbare là, pour une molécule hein, qui s'appelle du méthyl THF, qui est fabriqué, qui est complètement biodégradable, etc. Donc c'est un solvant vert, ça, qui nous aide à faire des extractions, mais sur lesquelles on débute et on commence à progresser au niveau technique. Voilà pour la partie laboratoire, qualité, R&D. Et là, je vais vous parler, je vais vérifier l'heure, qu'on ne soit pas trop tard, il est 25, très bien. Donc, je gère également la partie industrielle au niveau construction, investissement. Donc, j'ai la responsabilité au niveau du groupe de récupérer toutes les demandes de sites sur les investissements, de manière à ce qu'on puisse décider ou pas, donc je fais cet exercice avec le président, de choisir les investissements qu'on veut faire d'une année sur l'autre. D'accord ? On va dire que la haute du Père Noël elle s'élève à 30 millions chaque année, mais on choisit nos investissements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la société aujourd'hui, elle investit entre 9 à 15 millions par an. Alors c'est beaucoup d'argent, mais surtout il faut faire les projets après. C'est le plus dur. Pour nous, en fait, c'est exactement ça. On n'a même pas le temps de dépenser l'argent. Voilà. Donc au niveau travaux neufs, quelles sont les compétences et les activités qu'on a? On fait de la construction. Donc ça, voilà. Là, si vous allez sur le site de la société, vous allez voir qu'on a un magasin qui s'appelle Landema. On vend nos extraits naturels. Ce magasin, il a 2 ans. C'est pareil, c'est un magasin dont j'ai géré la construction. Donc, il faut connaître tout sur la construction. Donc, il faut connaître le réglementaire, savoir qu'il y a des dépôts de permis à faire, il y a de l'architecte, aller voir des architectes. Il faut savoir faire du VRD, ça veut dire amener les gaines, l'électricité, savoir calculer un peu la puissance que vous allez avoir besoin pour pouvoir alimenter un bâtiment comme ça.
d'un point de vue électrique, d'un point de vue eau, tout ce qui est utilité. Il faut également construire le bâtiment, donc la partie charpente, choix des matériaux, isolation, et ainsi de suite, quoi. Puis timing, chronologie. Donc ça, c'est la partie bâtiment verdé. Voilà, c'est un bâtiment que j'ai construit. Il faut avoir des notions sur la climatisation, hein, les machines qui font de la climatisation, connaître un petit peu que sur les climatisations, vous avez des échanges de chaleur, on utilise souvent des gaz, savoir la réglementation au niveau de ces gaz. Est-ce qu'on a le droit de les utiliser, pas le droit de les utiliser, est-ce qu'ils sont obsolètes dans quelques années, comment ça marche. Le traitement de l'air, donc les filtrations, la ventilation également, les débits, les flux d'air, simple flux, double flux. Tout ce que vous apprenez aujourd'hui, ça sert à ça. En électricité, pareil, hein, j'ai parlé de calcul de puissance. Là, bon, un bâtiment, celui-là, il est tout simple, hein, mais on a des gros bâtiments sur lesquels il y a des calculs de puissance à faire. Hein. Nos postes de transformation, là, j'ai parlé de postes de transformation juste après, c'est du 20 000 volts qui arrivent à l'entrée du site. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces 20 000 volts? Les COSFI, vous avez déjà entendu parler, il faut savoir les manipuler pour connaître un peu comment on passe du 20 000 volts à la prise de courant qu'il y a dans vos installations, ou à du 400, du triphasé. Tout ça, ça vous sert. Alors là, j'ai juste mis panneaux solaires et bornes électriques, j'en parlerai un petit peu après, mais il faut avoir des notions là-dessus aussi, sur des choses comme ça. C'est bête, hein, mais c'est la réglementation qui nous l'impose. Donc si vous ne savez pas manipuler ça, vous ne pouvez pas construire. Donc ça, c'est la partie électricité, génie civil, la partie procédé, équipement, instrumentation. Donc là, c'est plus sur la construction ou la mise en place de process. Donc connaître un petit peu les matériaux, dans le choix des matériaux que vous voulez utiliser. Est-ce que vous voulez utiliser de l'inox, de l'acier, le type d'inox, 316L, 316, 304, des inox, il y en a autant que vous voulez. Donc choix des matériaux, quels matériaux vous utilisez pour quel type de procédé. Ça peut être ça, mais ça peut être également sur les toitures, voilà, le choix des isolants. Au niveau des procédés, donc nous on a plein d'opérations unitaires. Donc ces opérations unitaires, il faut savoir construire des cuves, il faut savoir mettre en place des agitateurs, il faut savoir mettre en place des extracteurs. Donc c'est des designs un petit peu particuliers, hein, c'est comme ce que je vous expliquais un petit peu précédemment, là, pour faire de l'extraction continue ou discontinue, des séchoirs pour sécher les matières, des condenseurs, des concentrateurs. Donc vous voyez, il y a une pléthore d'équipements après derrière qui vous amène à mieux comprendre comment vous assemblez tous ces équipements pour en faire un process. Et puis les utilités, très important. Donc, puisque je vous ai parlé tout à l'heure d'une extraction, c'est je chauffe, j'évapore et donc je condense derrière. Donc pour condenser derrière, vous avez besoin de maîtriser votre chaud, votre froid. Donc tout ça, c'est très important. Alors le chaud, on le fait avec de la vapeur, de manière un peu simple, mais il vous faut une chaudière. Donc vous devez choisir et dimensionner vos chaudières. Donc chaudière, est-ce que c'est une chaudière biomasse, une chaudière à huile? Donc tout ça, c'est des techniques qu'il faut maîtriser, puisque si vous allez voir un constructeur, enfin si vous allez voir un fabricant, il faut savoir lui dire ce dont vous avez besoin, exactement. Et puis pour la vapeur, pareil, hein, les différents états de la vapeur, quelle température, quelle pression vous voulez maîtriser, les différents équipements que vous voulez mettre sur vos installations. Là, je vous ai mis une liste, ce sera le dernier slide, comme ça je vous libère après pour les questions. Je vous ai mis une liste de projets en cours. Donc, c'est pour vous donner une ordre d'idée de la variété d'actions qu'on travaille. Donc là, aujourd'hui, on construit un nouveau bâtiment avec procédé d'extraction et atomisation. Ce nouveau bâtiment, il fait à peu près 1600 mètres carrés. L'investissement de ça, c'est à peu près 9 millions d'euros. Voilà, pour vous donner un peu un état de cet investissement. Là, j'ai parlé d'atomisation, je n'en ai pas parlé dans les procédés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourriez imaginer que votre café du matin, là, en fait, vous le pulvérisez avec une pomme de douche dans un environnement où vous avez 200 degrés, par exemple. À partir du moment où vous avez 200 degrés et que vous pulvérisez votre café, l'eau va se vaporiser instantanément et il va vous rester que la petite trace de café dont je parlais tout à l'heure et vous récupérez la poudre de café en bas. Voilà. Donc l'atomisation sert à ça.
On va construire un nouveau bâtiment de stockage en module. Donc ça, c'est pareil, c'est des demandes. Alors, je vous ai mis ça là, sans oublier le réglementaire et les assureurs. Et vous verrez que dans votre vie future, vos activités seront principalement guidées par... Vous aurez envie de faire plein de trucs. Et en fait, vous aurez la loi derrière qui vous dit « Attention, ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit ». Donc en fait, on a l'Adréal et on a donc Allianz qui est notre assureur, qui nous dit ça vous avez le droit, ça vous n'avez pas le droit. Et on passe à peu près 3/4 de notre temps à définir toutes ces choses-là en fonction des contraintes qui nous sont données ici. Donc on fait très attention, par exemple, quand on construit un nouveau bâtiment, on fait venir des écologues, on fait venir des gens qui viennent regarder le terrain, regarder les espèces animales, les espèces végétales, et avant de pouvoir construire, ils regardent si on détruit ou pas un environnement. Voilà. Avant de couper un arbre, ils regardent s'il n'y a pas des chauves-souris à l'intérieur. J'avais laissé un arbre et dans le rapport, c'était marqué « Vous préservez l'habitat des chauves-souris ». Ça peut faire sourire, mais c'est très important aujourd'hui de considérer que c'est des contraintes qu'on a. Le bâtiment de stockage en module, c'est un choix industriel qu'on a fait de manière à compartimenter nos stocks, de manière à ce que si jamais le bâtiment prend feu, eh bien, il y aurait qu'une partie du stock qui serait détruit et pas l'intégralité du stock. Ça, c'est une demande des assureurs, par exemple. Donc, on n'a pas eu le choix sur le dessin du bâtiment. On l'a fait en fonction de ce que les assureurs nous ont demandé. Voilà, donc là, on récupère le système de ventilation, pareil, avec récupération de chaleur. Ça, c'est imposé aussi, demander à essayer de perdre le moins d'énergie possible. La plateforme que je vous ai montrée tout à l'heure de Pain Décor, là, si vous vous souvenez, la grande plateforme que je vous ai dit que j'ai construite, où on fait le terreau, etc. J'ai un projet là que je suis en train de mener où je vais couvrir toute cette plateforme avec des panneaux photovoltaïques, récupération des eaux. Récupération des eaux pluviales. Et cette eau pluviale, je l'amènerai à la chaudière biomasse pour pouvoir faire de la vapeur. Voilà, d'accord? Donc ça vous donne un petit peu la taille aussi, la magnitude du chantier. Alors, rénovation vestiaire, ça c'est un petit projet que je suis en train de faire, que je vais démarrer. Installation de bornes électriques, c'est la loi. Donc la loi nous a demandé, à partir du 1er janvier 2025, il faut qu'il y ait un certain pourcentage des places de parking qui soient équipées de bornes électriques. Voilà, donc vous êtes obligé de vous plier à la loi et de mettre en place des bornes électriques. Sauf que quand la prestataire vient et il dit « vous voulez quoi ?» il faut être capable de répondre et de comprendre un petit peu comment ça marche. Pour un agrandissement de parking, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on fait, il faut savoir faire. Rénovation réfractaire et tuyauterie chaudière, bon ça c'est un truc assez intéressant, on a une chaudière à eau du côté de Servari en Grèce, et en fait elle est à l'arrêt, j'ai été consulté, donc on peut rentrer dans la chaudière, donc je rentre dans la chaudière et toute la brique réfractaire est abîmée. Donc mon projet c'est rénover la brique réfractaire à l'intérieur d'une chaudière, là c'est pareil, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rénover du réfractaire dans une chaudière? Et puis pareil, ils ont un compresseur, il faut le remplacer, et ça fait partie des projets que je gère aujourd'hui. D'accord, donc ça vous donne un petit peu, on va dire, l'éventail des activités du job que j'ai aujourd'hui, du directeur industriel, parti comme vous depuis une classe prépa et qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui est arrivé là aujourd'hui. D'accord, donc ça m'arrive très souvent de parler avec mon directeur recherche le matin où on doit discuter, il me demande « ouais, est-ce que tu penses que je dois faire telle ou telle extraction avec tel solvant pour aller chercher telle molécule ?» Et 2 minutes après, c'est un autre qui me dit « est-ce que je mets 15 cm ou 10 cm de GNT pour pouvoir faire la plateforme avant de mettre le bitume dessus ?» Et puis 2 secondes après, c'est l'électricien, d'ailleurs j'ai vu qu'il m'appelait, l'électricien qui m'appelle derrière pour me dire « oui, alors dans votre projet vestiaire, je compte mettre un tableau électrique avec tel ou tel type d'électricité, est-ce que je le fais ou pas ?» Donc c'est ça l'intérêt, on va dire, et ce qui fait vraiment l'intérêt du job aujourd'hui. Voilà pour la présentation. Je pense que c'est fini. Hein. Je récupère derrière. Ouais. Là, voilà pour la présentation de mon parcours, qui je suis, la société dans laquelle je travaille et les activités que je fais aujourd'hui. Pour moi, l'objectif, c'était vous montrer un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Alors, peu importe vos intérêts, hein, mais que derrière, vous allez pouvoir utiliser vos connaissances pour pouvoir gérer tout ça par la suite. Alors, il y en aura qui seront peut-être plus, on va dire,
plus sur de l'humain, plus sur du commercial, d'autres qui seront plus des personnes qui travailleront tout seuls, comme des experts, on va dire. Mais ça, voilà, ça vous donne un petit peu le champ d'activité et les opportunités qui vont s'ouvrir à vous après. Donc ce que vous faites, ça vaut le coup. Donc bon courage à vous tous. Et puis je suis à votre écoute si vous avez des questions à me poser.